gloire à l'Éternel. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka kimya na mulinga, Luka kupeto lama. Hallelujah. Luka kimya na moto nyosolo, peto lama liboso na Yawe, na koyebisa yo lelo, koyebina la nzambe koyo. Merci de nous choisir parmi tant d'autres pour les comptes de cette émission Droit et Société. Droit et Société qui passe sur les antennes de la télévision responsable. Vous êtes très nombreux qui êtes branchés et vous étiez également nombreux qui attendaient impatiemment Droit et Société. Aujourd'hui, certainement, nous parlerons de la déclaration de la Cour constitutionnelle. La Cour, vous le savez déjà, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente de juger le présumé accusé Matata Ponyo dernièrement. Mais nous allons analyser cette question sur le plan purement juridique. Je ne suis pas en politique et l'invité non plus, mais nous voulons rester dans l'angle juridique pour faire comprendre à tout le monde si la Cour constitutionnelle avait raison ou avait tort. Toutes les précisions dans cette émission, Droit et Société, les numéros déjà affichés au bas de vos petits écrans. Vous voulez nous écrire pour poser des questions sur la question, alors nous serons bien en place pour essayer de changer. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Maître Espoir Moutamba. Maître, bonjour, bon après-midi. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci pour la confiance que vous me faites. D'accord, merci Maître à vous aussi d'avoir disponibilisé de votre temps pour aider cette opinion louchoise au Katangaise à comprendre la grande question sur la Cour constitutionnelle. Dernièrement, il y avait un procès suivi de près par tout le monde sur les ondes, les autres sur les réseaux sociaux, concernant bien sûr le déroulement de ces procès à la Cour constitutionnelle. Alors, à l'issue de ces procès, Maître Espoir, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour juger le prévenu, donc les présumés prévenus qui étaient devant elle. Alors, la grande question qui prévient déjà, est-ce une erreur du parquet général ou encore les étincelles de droit, de l'état des droits en République démocratique du Congo? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question principale que vous me posez. Oui. Moi, personnellement, je ne répondrai pas à cette question. Je vais donner les éléments nécessaires ou indicateurs. C'est à vous et les téléspectateurs de répondre à cette question. Pourquoi on poursuivait les prévenus dans ces dossiers Bukangalonzo? Voilà. On poursuivait les prévenus Matata Ponyo pour les détournements des deniers publics. À l'époque, quand il fut Premier ministre, il a détourné des millions. C'est comme ça que le parquet général près la Cour constitutionnelle s'est saisi du dossier. Il a instruit jusqu'à tel point qu'il a fixé ces derniers devant la Cour constitutionnelle. Oui. Lors de l'instruction, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour juger Matata Ponyo. Messieurs les journalistes, est-ce que le parquet s'est-il trompé d'adresse ou bien intercelle de l'État des droits, messieurs les journalistes? Oui. À cette question, nous devons interroger la Constitution et d'autres textes par ailleurs. Et de là, nous allons tous répondre à cette question-là. Si vous lisez l'article 163 de la Constitution du 18 février 2006, on vous dit: la Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du président de la République et du ministre et du Premier ministre, sous réserve
ou dans les cas et conditions prévues par la loi. D'accord. Quelle est la loi ou quelle est autre disposition qu'il faut ajouter? Là, il faut directement analyser l'article 164 de la même Constitution qui détermine les conditions et les cas où on peut juger le président de la République et le Premier ministre devant la Cour constitutionnelle. Il s'agit des 4 infractions qui sont prévues par l'article 164, lesquelles il s'agit d'outrage au Parlement, les délits d'initié, il s'agit de l'atteinte à la probité, il s'agit de la haute trahison. Les 4 infractions, c'est ce qu'on appelle les infractions politiques pour lesquelles les présidents de la République et les premiers ministres doivent être jugés devant la Cour constitutionnelle. En dehors de ces 4 infractions politiques, il y a des infractions de droit commun. Par infraction de droit commun, il faut entendre toutes les infractions qui sont prévues par les codes pénals, qui sont commises à l'exercice ou à l'occasion d'exercice de leurs fonctions. C'est-à-dire, il s'agit par exemple de viols, de détournements et autres. Mais c'est les journalistes, si vous interrogez la Constitution, on définit l'infraction d'atteinte à la probité. C'est-à-dire, là, il faut lire avec l'article 77 de la loi numéro 13, barre 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. C'est avec cette disposition que vous allez comprendre que la définition de l'infraction de détournement pour laquelle on poursuit Matata Mpogno, c'est une infraction qui est prévue à l'article 64 de la Constitution. C'est-à-dire quoi? L'article 77 définit l'atteinte à la probité comme étant le fait pour le président de la République ou du Premier ministre de se rendre coupable ou d'être coupable, auteur, coauteur ou complice de l'infraction de détournement, de corruption ou d'enrichissement illicite. Comme il s'agit, messieurs les journalistes, de détournements pour lesquels on poursuit les premiers ministres. Dans ce cas, nous sommes dans les prescrits de l'article 64 de la Constitution, qui est l'infraction d'atteinte à la probité. Maintenant, la question qui s'est posée, c'est l'incompétence de la Cour constitutionnelle. Elle a été très claire. Il est des principes que la Cour, avant de statuer sur les cas, il doit vérifier sa compétence. La compétence se vérifie sur 3 manières. Il y a la compétence territoriale, la compétence personnelle et la compétence matérielle. Quant à la compétence territoriale, la compétence de la Cour constitutionnelle s'étend sur l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, toute infraction qui est commise sur l'étendue de la République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle est compétente sur le plan territorial. Le plan territorial ne suffit pas, il faut vérifier aussi compétence matérielle. La compétence matérielle, c'est relative aux matières qui sont traitées par la Cour constitutionnelle. C'est là où vous allez trouver qu'il y a la compétence pénale. Il est juge pénal du président de la République et du Premier ministre. Ça, c'est une compétence matérielle. Tandis que la compétence personnelle, qui doit répondre devant la Cour constitutionnelle, il y a des conditions. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas Maître Espoir de répondre devant la Cour constitutionnelle. Il faut être soit
président de la République, soit Premier ministre, soit complice ou co-auteur. C'est-à-dire, vous commettez l'infraction en association avec le Premier ministre ou le président de la République, comme c'est le cas du sujet sud-africain qui est impliqué dans les dossiers Bukangalozo. Mais quand nous suivons les analyses des uns et des autres qui estiment que si la Cour s'est déclarée incompétente, c'est parce que Matata Mponyo, c'est un sénateur. Est-ce qu'on les juge pour les faits commis en tant que sénateur ou on les juge pour les faits commis en tant que Premier ministre? Parce que, Maître Espoir, je crois à cette question là-bas. Lorsque la partie défenderesse a donné son point de vue quant à ce, pour rappeler à la Cour qu'elle n'était pas compétente de juger la personne en question sur le dossier de Bukangalozo, on a soulevé certaines exceptions, bien sûr, des exceptions, j'y arrive. C'est notamment la qualité actuelle de la personne qui devrait être jugée par la Cour constitutionnelle. Alors vous pensez qu'il ne fallait pas prendre en compte la qualité actuelle et qu'il fallait considérer l'ancienne qualité. C'est ça en fait votre souci. La compétence personnelle se justifie ou s'analyse le jour de la commission des faits infractionnels. Si je commets l'infraction aujourd'hui, on va me juger en tant que tel ou en tant que défenseur judiciaire aujourd'hui. Bien que demain je serai ministre, je dois répondre devant mon juge naturel. C'est là où il y a la question du juge naturel et la différence entre les juges naturels et les statuts personnels. C'est-à-dire, les juges naturels, c'est le jour de la commission des faits infractionnels. Je commets aujourd'hui l'infraction. C'est aujourd'hui qu'on doit vérifier qui est mon juge naturel, voulais-je dire. Tandis que les statuts, ça doit se justifier le jour de la comparution. Est-ce que je suis en train de jouir des immunités ou qui suis-je? Mais on me juge pour les faits commis en cette date-là. C'est mon juge naturel qui va me juger. Le juge naturel, c'est le jour de la commission des faits infractionnels. Je vais élucider avec un cas pratique la jurisprudence la plus récente. C'est le cas de la Cour de cassation qui a condamné l'ancien ministre de Santé. Il s'agit de M. Oli Ilunga. À l'époque, il a présenté sa démission le 22 juillet 2019 en tant que ministre de la Santé. Quand vous présentez la démission, en principe, vous devenez un citoyen simple, comme tout autre. La qualité, les immunités aussi tombent. Est-ce que ça a été approuvé? C'est comme ça que quand il a déposé sa démission en tant que ministre de la Santé, le président de la République a pris acte de sa démission. Voilà, il y a un dossier de 4 millions qui se réveille contre lui, sous prétexte qu'il avait détourné 4 millions de dollars pour la lutte contre Ebola. Maintenant, il va répondre devant quelle juridiction? Il n'est plus ministre. Encore, il doit répondre devant la Cour de cassation comment? En principe, c'est le tribunal de grande instance peut-être qui pouvait le poursuivre. Quand on a vérifié, nous sommes le 23 mars 2020. C'est le jour où on condamne M. Oli Ilunga, docteur, comme auteur de détournement et ses complices. On les condamne à 5 ans de prison, à 5 ans de travaux forcés par la Cour de cassation, et pourtant qui n'avait plus la qualité en tant que ministre de Santé. Il était citoyen simple. C'est parce que la Cour de cassation s'est référée à son statut le jour de la commission des faits infractionnels. Même cette façon de faire s'applique mutatis mutandi au statut de
Messieurs Matata Mapon, c'est-à-dire à la Cour constitutionnelle, on devrait se référer à sa qualité le jour de la commission des faits infractionnels. Vraiment, Maître Espoir, s'agit-il cette fois-là? Qu'est-ce que ces téléspectateurs, il y en a qui m'écrivent, me disent non, Maître est en train de bien expliquer cette affaire, mais il doit nous dire finalement, s'agit-il d'une erreur judiciaire ou comment? Qu'est-ce qu'on peut comprendre là-dessus? Il s'agit d'une erreur judiciaire très grave commise par la Cour constitutionnelle. Bien que les arrêts de la Cour constitutionnelle s'imposent au pouvoir public et sont immédiatement exécutoires, et il n'y a même pas possibilité de faire appel ou faire des voies de recours extraordinaires. Dans ces cas, nous retenons qu'il s'agit d'une erreur très grave. Réparable ou non? Non. Difficile à réparer. Très difficile à réparer. Mais Maître Espoir, dans ces cas, la Cour constitutionnelle se déclare incompétente de juger l'affaire Bukanga Lonzo. Alors, je ne sais pas moi, est-ce que l'affaire est close? Si oui, de quelle manière? Sinon, pourquoi? Mais si les journalistes, cette question-là, la décision de la Cour constitutionnelle nous a fait penser que nous devons encore rentrer dans les laboratoires pour étudier les droits, pour comprendre qu'est-ce qui va encore arriver, parce que ça devient très complexe. Oui, bon. Ça devient très complexe. La Cour se déclare incompétente pour juger les faits infractionnels commis par l'ancien ministre, mais les faits qui sont commis pendant qu'il était ministre, premier ministre disons, et puis la Cour s'est déclarée incompétente. Qui doit encore le juger? Si c'était que c'était des faits infractionnels commis à l'époque où il était, où il est aujourd'hui, c'est-à-dire dans sa casquette de sénateur, dans ce cas-là, on comprendrait qu'il répondrait de ces faits devant la Cour de cassation. Mais comme il s'agit des faits commis en tant que Premier ministre, les cas deviennent très complexes. Nous estimons que le dossier est clos. Parce que qui va encore les juger? La Cour de cassation va les juger comment? Les quatre infractions qui sont énumérées par la Constitution, c'est une compétence matérielle exclusive de la Cour constitutionnelle. Qui doit appliquer encore cette compétence-là? Ça devient très difficile et très délicat parce que c'est très difficile, on ne saura pas réparer cette erreur judiciaire-là. C'est très difficile. Très difficile. Monsieur François m'a posé une question ici. Il dit que Maître Espoir peut répondre parce qu'il est aussi juriste, avocat, défenseur judiciaire, au même titre que les autres qui défendaient les clients au niveau de la Cour constitutionnelle, puisque toutes les têtes sont bien faites au niveau en droit, je crois. Merci. La question, c'est qu'il veut savoir, il y a un avocat qui a créé, c'est lui-même qui a poussé la Cour à se déclarer incompétente, le professeur, que vous le connaissez bien, et dit pourquoi il a embrouillé la Cour jusqu'à ce niveau-là. Pensez-vous que l'avocat avait embrouillé ou bien il était dans les normes? Ça, c'est la souplesse même d'un avocat. Un avocat doit être souple pour tromper la vigilance de la justice. En tout cas. Il a trompé la vigilance de la Cour. Et la Cour s'est embourbée jusqu'à tel point qu'ils ont rendu une décision qu'on ne saura plus encore interpréter ni comprendre. Parce que si la Cour s'est déclarée incompétente, est-ce que la Cour de cassation va se saisir sur base de quoi? Nous disons, c'est très difficile. Moi, je félicite la vigilance du professeur Nyabirungu qui a trompé la vigilance de la Cour et puis la Cour s'est embourbée. C'est ça, être avocat avéré. Israël Mutombo, sur la même presque question, ils disent que la Cour constitutionnelle n'était pas au courant de sa compétence avant d'ouvrir le procès ou l'audience. Est-ce qu'il fallait que cette Cour attende
que Nyabirungu lui rappelle que vous n'êtes pas compétent pour juger notre client. Bon, l'exception de compétence d'un tribunal, c'est une exception d'ordre public et doit être soulevée à tout moment, soit par les ministères publics, soit par les partis ou le tribunal lui-même ou la cour elle-même pouvait constater son incompétence ou sa compétence. Mais comme il a été rappelé par l'une des parties au procès que la cour était incompétente et puis elle a pris acte et s'est déclarée incompétente de juger Matata Mponyo, c'est une procédure tout à fait normale. Il revient au parti, au ministère public ou au tribunal ou à la cour elle-même de constater la compétence ou l'incompétence du tribunal. Seulement que la façon dont la décision est intervenue, c'est une façon vraiment qui a fait bouger tout le monde pour faire penser qu'est-ce qui reste encore si la Cour s'est déjà déclarée incompétente. Ça devient très difficile. Vraiment. Ça devient très difficile. Ça devient très difficile. Parce que je voulais aussi porter la précision pour des infractions des droits communs qui sont commises en dehors de l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Ces infractions sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur mandat. Ça, c'est le contenu de l'article 167 de la Constitution. Alors, si des poursuites ou la poursuite est suspendue jusqu'à tel point que le mandat expire, ils doivent répondre devant quelle juridiction? Ils doivent répondre devant la Cour constitutionnelle parce que ce sont des faits qui sont commis pendant qu'ils sont encore en fonction en tant que Premier ministre ou en tant que président de la République. Maintenant, Maître Espoir, vous vous inquiétez beaucoup plus à vous entendre parler, vous êtes trop inquiet par rapport à cette décision qui est tombée brusquement d'après vous. Alors, en tant que juriste, en tant que professionnel dans ce domaine de droit, qu'est-ce que vous pensez pour que réellement la situation soit peut-être sauvée ou réglée autrement, d'après vous? Si le plan purement du droit, l'erreur est déjà consommée, c'est très difficile. Je vous ai dit que c'est vraiment irréparable. Si le plan du droit, on ne voit pas les mécanismes par lesquels on doit revenir sur ces faits-là, parce que la Cour a déjà rendu sa décision qui s'impose même au pouvoir public. C'est très difficile de réparer ça, c'est irréparable. Si c'était dans d'autres degrés, on pouvait aller en appel ou en cassation, comme ça on pouvait réparer l'œuvre du premier juge. Comme la Cour statue en premier et en dernier ressort, et ces décisions ne sont pas attaquables, par conséquent l'erreur est déjà consommée. Donc vous restez muet? Nous restons muets parce qu'on n'a plus de réponse à donner à cette décision, parce que la décision a été rendue, bon, je ne sais pas selon les émotions, les sentiments de ceux qui devraient rendre la décision, mais en ne respectant pas l'esprit et le contenu de la Constitution. En tout cas, maintenant que la Cour s'est déclarée incompétente, n'est-ce pas? Oui. Les présumés détourneurs ou les présumés auteurs du détournement de l'affaire Bukangalonzo et consorts peuvent se réjouir, et les auteurs, les co-auteurs et les autres qui étaient avec associés en fait, tout ça. Et maintenant, Maître Espoir, peut-on parler cette fois-là de l'état des droits qui existe en fait, puisque vous en avez longtemps décrié? Est-ce que l'état des droits est en marche? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Partant bien sûr de ce qui s'est passé, certainement. Analyser, je félicite d'abord, ça c'est la victoire du camp de ceux qui étaient poursuivables, parce que quand on va en justice, il faut toujours s'attendre à la victoire. Félicitations pour eux, ils ont conquéri ce qu'ils recherchaient. Mais analyser ou apprécier à ce niveau s'il s'agit d'un état de droit ou bien c'est très difficile. Comment parce que vous avez les l'état de droit en principe
c'est le respect des droits fondamentaux reconnus aux particuliers, c'est aussi le respect des tests. Mais c'est ce qui avait été fait, finalement. Dans les cas sous examen, les tests ont été respectés. Oui. Mais quand nous avons interrogé la Constitution et la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, nous avons conclu à notre niveau que les juges n'avaient pas bien dit les droits dans le sens qu'ils devraient nécessairement comprendre qu'il est le seul juge du Premier ministre et du Président de la République pour les faits commis pendant ou à l'occasion de leur fonction. Quelle que soit la durée, mais les juges demeurent. C'est-à-dire quoi, en d'autres termes? Du moment où les présidents de la République ou les premiers ministres commettent les infractions pendant l'exercice de leurs fonctions, tant que ces faits-là ne sont pas encore prescrits, selon la prescription légale des faits infractionnels, ils sont justiciables devant la Cour constitutionnelle. En d'autres termes, c'est-à-dire ils sont justiciables pour les faits qu'ils commettent pendant qu'ils sont premiers ministres jusqu'à l'expiration de leur mandat. Ces faits-là, ils sont justiciables devant la Cour constitutionnelle, quel que soit les statuts après leur mandat, leur juge naturel demeure la Cour constitutionnelle. En d'autres termes, la compétence de la Cour constitutionnelle, la compétence bien sûr pénale de la Cour constitutionnelle, s'étend du jour où les présidents de la République et les premiers ministres entrent en fonction jusqu'à tel point qu'ils vont quitter leurs fonctions. Les juges naturels demeurent la Cour constitutionnelle. Mais quand ils quittent leur fonction, ils deviennent des citoyens simples en fait. Quel que soit les statuts, que tu sois citoyen simple, que tu sois sénateur à vie, que tu sois sénateur, député, ministre, les faits pour lesquels ils doivent répondre pendant l'exercice de leurs fonctions, ils doivent rendre compte devant le juge pénal qui est la Cour constitutionnelle. Voilà les explications, voilà la façon dont ils devraient comprendre les choses. Voilà, merci beaucoup à Israël Mutombo qui a posé cette question. Vous avez compris, le maître Espoir Mutamba s'est étalé en long et en large pour faire comprendre ce que lui pense après toutes ces années passées à l'université. Bien qu'il a appris du professeur Nyabirungu, il a appris de beaucoup d'autres professeurs, mais lui pense qu'il y a eu une petite erreur, bon, pas une petite, selon lui, une erreur grave. Ce sont vos mots. Très grave. Voilà, ce sont ces mots, une erreur très grave que la Cour constitutionnelle a commise. Bon, ça n'engage que lui, il sait le pourquoi il a fait cette déclaration. Alors, Maître plutôt Espoir, Maître Méchac, Espoir, Cédric, ce sont les mêmes personnes parce que ce sont les juristes tous. Alors, quelle conclusion les téléspectateurs de la RTV peuvent retenir au sujet de ces dossiers très brillants? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Quant à la conclusion, je me résume en ces termes. Je mets un point particulier sur la compétence pénale du juge constitutionnel ou du juge de la Cour constitutionnelle. La compétence pénale, c'est pour juger les présidents de la République et les premiers ministres pour les faits commis pendant leur exercice
ou à l'occasion d'exercice de leur fonction. C'est-à-dire, la compétence du juge de la Cour constitutionnelle, c'est à partir du 24 janvier 2018 jusqu'au 24 janvier 2023 pour les faits commis pendant cette période. Ces faits-là, ce sont entre les effets infractionnels entrent dans la compétence de la Cour ou du juge constitutionnel. Quant au statut après leur fonction, dans 30 secondes. Après leur fonction, qu'ils soient sénateurs à vie, qu'ils soient citoyens simples, qu'ils soient ambassadeurs, qu'ils soient qui ou quoi, ils doivent répondre devant la Cour constitutionnelle. Quant à la suite du dossier Boukangalonso, l'avenir nous en dira plus. Et quant à la suite, c'est aux téléspectateurs de répondre à cette question. Est-ce que c'était la décision qui a été rendue par la Cour une erreur matérielle ou intrinsèque de l'état de droit? Ne peut répondre qui peut. Merci, Maître Espoir Moutamba, d'avoir été avec nous dans Droit et Société ce jour. En tout cas, votre emploi de temps, votre disponibilité nous honore. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la confiance que vous nous faites pour répondre à certaines questions de droit qui se posent. Voilà, d'autres questions que nous avons réceptionnées ce jour, nous allons les exploiter prochainement. Merci à tous de nous avoir honorés également. Merci à ceux-là qui étaient en ligne, en train de nous envoyer des messages sur WhatsApp. Merci également à tous ceux-là qui nous ont accompagnés. Vos conseils, vos suggestions, nous serons le bienvenu et nous allons les appliquer comme il se doit. Question d'améliorer notre système de travail. D'ici là, portez-vous bien chez vous et je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure, sur la même fréquence, sur la même télévision bien entendu. Au revoir et à la prochaine. Bye bye. Gloire à l'Éternel. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur.